يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Chers téléspectateurs, bonsoir, fidèles des rendez-vous économiques d'El24 News. Soyez les bienvenus au Pro de l'écho. L'économie reprend ses droits et fait sa rentrée, elle aussi. Mais de quelle manière? Les indicateurs macroéconomiques semblent indiquer certains changements de paradigme, même si la conjoncture semble être la même que celle qui a prévalu tout au long de l'année en cours, à savoir inflation, croissance, récession, encore confiance des ménages et des entreprises. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce qui a empiré? Que ce soit au niveau du marché de l'énergie, de la finance, des investissements et des secteurs clés de l'économie mondiale, atterrissage violent, plutôt en douceur en 2023 pour l'économie. Et quel visage pour celle-ci en 2024? Comme chaque semaine, vous avez l'habitude désormais, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Nos invités, nos experts, nos économistes pour mener le débat ce soir. Je commence par vous, Nazim Sini. Vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'Universitex Marseille 1. Vous êtes en direct avec nous depuis Marseille. Bonsoir, monsieur Sini. Bonsoir et merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, depuis la France également, Denis Zenal, économiste et membre du CEPI, nous rejoint également en direct. Bonsoir madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est la première fois pour moi d'être avec vous, c'est avec grand plaisir. Merci, le plaisir est partagé. Alors pour m'accompagner sur le plateau des pros de l'écho ce soir, j'aurai le grand plaisir d'accueillir Mohamed Bacha, docteur d'État en sciences économiques, ancien ministre de l'Industrie, ancien ministre algérien de l'Industrie, il convient de le préciser. Bonsoir monsieur Bacha, merci d'être sur notre plateau ce soir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, nous n'allons pas prendre de gants, aucune transition ce soir. Le débat va directement commencer avec vous, Nazim Sini. Alors, sur quelle base s'est faite cette rentrée économique 2023, selon vous? Quelles ont été les constantes et peut-on déjà entrevoir la suite pour 2024? Je rappelle que le FMI a publié hier un rapport sur les perspectives économiques à venir. La vue d'ensemble indique des situations divergentes à gérer, c'est ce que déclare le FMI. La reprise mondiale est encore lente selon l'institution de Bretton Woods, Nazim Sini. Oui, totalement. Et j'allais vous dire en plus, cette rentrée économique, on va dire sociale, sur septembre-octobre, est extrêmement étrange puisqu'on a des indicateurs complètement contradictoires. Et vous l'avez très bien dit, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un atterrissage plutôt violent et surtout de véritables déceptions puisqu'on attendait une année 2023 plutôt florissante avec une reprise dans certains grands pôles économiques comme aux États-Unis, en Asie, en Europe. Et on s'aperçoit qu'au final, on a une sorte, j'allais dire, de ralentissement ou de stabilisation globale de l'économie mondiale. Et l'inflation, cette fameuse inflation qui a du mal à refluer malgré le resserrement violent monétaire de la plupart des banques centrales. Donc, on a véritablement du mal à la contenir, même si on assiste à une relative baisse de l'inflation. On observe, et je pense qu'on se rapproche de la fin de cette vague haussière des taux directeurs. C'est ce qu'avait déclaré d'ailleurs Christine Lagarde il y a quelques semaines. Mais aujourd'hui, il y a une autre constante qui vient s'ajouter à cette multitude de risques et d'indicateurs, j'allais dire, qui sont orangeâtres, voire rougeâtres. Oui. C'est le marché immobilier. Et l'immobilier est en train de vivre une véritable crise à cause de ce resserrement monétaire qui induit un blocage des crédits auprès des ménages. Et on assiste à un effondrement des transactions immobilières, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels, en Europe, aux États-Unis et également en Chine. Donc, il va falloir surveiller de très près cette année 2023. Alors, je ne vais pas m'amuser à faire des prévisions pour 2024. Du moins, ce qu'il en reste. Oui. Oui.
Tout à fait. Ben, ce dernier trimestre, de toute manière, vous allez voir, on va assister à une sorte d'attentisme, que ce soit dans les politiques publiques. De toute manière, la plupart des pays ont très peu de marge de manœuvre pour entamer une relance par la demande ou même une relance par l'offre. Et aussi, les agents économiques qui sont représentés par les entreprises et les ménages Oui. vont plutôt attendre des jours meilleurs. Très bien, Nazim Sini. Madame Henal, un chiffre est à retenir dans le rapport du FMI, c'est la croissance pour 2024. Elle reste inchangée, 2,9, soit un ralentissement. Comment expliquer la lenteur de la reprise, madame? Alors, le FMI prévoit pour cette année 3%. Et pour l'année prochaine, 2,9. C'est dire pas de changement. Et encore heureux parce que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, prévoit moins que le FMI, 2,6 pour 2023. Alors, pourquoi comme principale raison, le FMI avance la lutte contre l'inflation, oui. La guerre en Ukraine et la fragmentation géopolitique du monde. C'est que ces trois principales raisons, selon le FMI, qui ralentissent la croissance. Et il faut dire que ces mêmes trois raisons, ne serait-ce que ces trois-là, vont sans doute durer l'année prochaine. Il n'y a pas de raison pour que ça change, quoi. C'est des choses durables. En ce qui concerne l'inflation, un chapitre du rapport du FMI est consacré à l'importance du rôle des anticipations des agences, des agents dans la hausse des prix. Oui. Et parce qu'ils intègrent d'une certaine manière, on entre dans des sortes de spirales, comme ça, un peu des cercles vicieux. Les agents économiques imaginent que ça va augmenter, du coup, les producteurs augmentent plus leur prix et tout va en s'emballant. Et donc, on parle d'une inflation tenace, hein, c'est collant. Elle échapperait au contrôle des agents économiques, selon vous, cette inflation ? Quand ça s'installe comme ça durablement dans les anticipations des consommateurs, aussi bien des consommateurs que des producteurs, hein, des entreprises, ça devient tenace, oui. Et ça se poursuit aussi par des inévitables et salutaires d'ailleurs hausses de rémunération, parce que les gens n'ont pas suffisamment d'argent pour terminer la fin du mois. Sinon, par ailleurs, si on considère cette fin d'année et la fin de l'année prochaine, d'autres causes de ralentissement, on peut voir par exemple un peu les ratés du moteur chinois de l'économie globale. La Chine elle-même, elle a eu énormément du mal à sortir de la crise sanitaire et ensuite elle s'est retrouvée avec une crise immobilière, comme parlait tout à l'heure pour l'ensemble du monde, voilà, et que en Chine c'est quelque chose de sérieux. La faute à la politique zéro Covid, selon vous, pour la Chine? Eh bien, la fin de la politique zéro Covid a été cette politique de fermeture en Chine s'est traduite et pour l'économie mondiale et pour l'économie chinoise par un gros dommage. Hein. La logistique, aussi bien la logistique que les centres de production n'ont pas pu reprendre comme avant la pandémie. Il y a eu une coupure nette en Chine. Et quand le moteur chinois a connu ses ratés, ça a eu une implication sur l'ensemble de la croissance mondiale, en tout cas, surtout sur les pays émergents et en développement qui exportaient vers la Chine, hein, notamment des matières premières. Et enfin, aussi, il faudrait considérer toute cette fragmentation dont on parle, c'est-à-dire de la division du travail qui s'était étendue à l'échelle de la planète, le long des chaînes de valeur. Maintenant, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, soit en raison des goulets d'étranglement dans la logistique, mais soit pour des raisons géopolitiques, on est en train de reconstruire les circuits d'échange entre pays, ce qui ralentit aussi le commerce et de là
la croissance mondiale. La croissance mondiale, très bien. Des ratés, Monsieur Bacha, donc selon Madame Henal, pour le moteur de l'économie, la Chine et sa production mondiale. Pourtant, le FMI pointe du doigt les effets du durcissement des politiques monétaires qui commenceraient à se faire ressentir. Pourquoi, dans ce cas, a-t-on laissé faire si cela devait avoir des conséquences directes et peut-être durables sur la croissance mondiale? Il faut dire que l'inflation, c'est un phénomène relativement naturel dans un système économique. Ça permet des ajustements, ça permet de faire en sorte que les opérateurs s'ajustent par rapport à une offre et à une demande. C'est lorsqu'elle dépasse un certain seuil que l'inflation devient extrêmement préoccupante, un peu comme la température d'une personne. Si elle dépasse un certain seuil, elle devient le signe d'un dysfonctionnement majeur sur lequel il faut agir rapidement. Parfois, si on ne le fait pas, on peut perdre la personne. Donc l'inflation joue un peu le même rôle de signal dont qu'il faut traiter parfois en urgence pour éviter qu'il y ait des emballements et des dysfonctionnements majeurs dans l'économie. Donc ce signal est important. Le FMI a tendance à suggérer souvent des thérapies de choc qui imposent des modalités qui nous rappellent un peu le consensus de Washington. Des politiques budgétaires restrictives. Voilà, restriction des politiques budgétaires, discipline dans la priorité d'affectation des dépenses publiques, notamment en réduisant tout ce qui touche aux subventions et aux soutiens sociaux, donc un peu l'ère de Reagan là, qui se perpétue, la libéralisation financière, la libération d'échanges, du commerce extérieur. Donc tout ça, tout ce qui prône le libéralisme, aura tendance à jouer pour les pays qui ont des positions fortes à l'échelle internationale et sur le marché mondial, qui sont de très gros exportateurs et qui ont besoin de marché. Donc le FMI joue ce rôle-là. Donc parfois, les signaux qu'il donne pour les pays en voie de développement ne sont pas toujours bien perçus par les économistes du développement, puisqu'on considère que parfois tout n'est pas monétarisé, tout n'est pas monétarisable, et les thérapies monétaires ne sont pas toujours celles les plus indiquées. L'inflation joue un rôle très important dans les ajustements dans une économie de marché, mais elle a des effets très, très néfastes lorsqu'elle passe des seuils de tolérabilité pour la société, et elle affecte directement les ménages dont les pouvoirs d'achat sont érodés. Sans parler de l'inflation sous-jacente qui, généralement, est plus importante que l'inflation. L'inflation, c'est un phénomène qui érode le pouvoir de la monnaie à acheter des contreparties matérielles. Et le résultat en est que les gouvernements cherchent à amortir ces chocs sociaux en produisant parfois de la monnaie, en distribuant des salaires, ce qui permettent pour un moment peut-être relancer la consommation. De relancer, mais c'est factice parce qu'à côté, il faut que la production aussi suive pour ne pas créer des dysfonctionnements et des écarts importants entre l'offre et la demande. Si on a l'inflation avec sa thérapie, la thérapie peut être un peu plus dangereuse que la maladie en soi, qui en soi nécessite des thérapies très importantes. Beaucoup de pays en voie de développement ont connu des taux d'inflation très importants qui se rapprochent de l'hyperinflation et qui varient selon les pays et les continents entre 40 et jusqu'à 280%. Et certains pays, même leur monnaie de base a complètement perdu sa valeur. Donc c'est des enjeux très importants, et pour les pays en voie de développement, l'inflation finalement importée, qui ne dépend pas de leur ressort et qui vient de par le monde, est le produit des enjeux géopolitiques qui font que maintenant le monde est à un tournant de sa reconstruction. Les forces sont en train de se replacer, des forces nouvelles apparaissent. On a vu les économies émergentes qui cherchent à s'installer comme bloc politico-stratégique pour pouvoir influer sur le reste et peser. Donc c'est des enjeux importants. L'inflation, finalement, c'est le résultat beaucoup plus de ces dysfonctionnements géopolitiques et beaucoup plus que des dysfonctionnements économiques au sens classique du terme, qui feront appel à des thérapies classiques. Donc même les prévisions qui pourraient se faire seront extrêmement difficiles parce que les enjeux géopolitiques se jouent à des échelles qui parfois nous échappent en tant que citoyens. Et donc ce qu'on pourra remarquer, c'est beaucoup plus leur effet, les résultats qu'ils produisent, et puis espérer que chaque pays, à son niveau, notamment les pays en voie de développement et les pays africains plus particulièrement, ne cesse pas abuser par le chant de sirène des solutions factices pour aller à de véritables réformes
qui permettent à leur économie de se restructurer et puis de s'industrialiser et de sortir un peu de l'ornière de l'économie internationale et puis de l'inflation importée, qui est le mal fondamental qui nous vient de l'extérieur si on n'est pas suffisamment doté et suffisamment fort dans son économie intérieure. Très bien, Monsieur Bachaï. Nous allons donc tenter d'analyser les principaux indicateurs économiques en cette rentrée 2023. Nazim Sini, commençons justement par cette inflation. C'est désormais le cauchemar des argentiers et des économistes du monde entier. Là aussi, le FMI évoque un reflux de l'inflation plus long que prévu, pratiquement 6%, donc 5,9% plus exactement durant le dernier trimestre 2023. Est-ce que le monde devra désormais tout simplement apprendre à vivre avec une inflation galopante et comment cela, le cas échéant, se répercutera sur à la fois la consommation et la confiance au niveau des crédits et des investissements? Écoutez, c'est le consensus, ou du moins c'est la question qui se pose en ce moment dans les cercles des analystes économiques. C'est est-ce qu'on n'est pas en train de vivre de nouveaux standards de prix, finalement, qui vont s'installer durablement et qui font entrer l'humanité dans une nouvelle époque avec une nouvelle nomenclature des tarifs, des produits de base, etc. Alors ça, c'est ce que veulent nous faire croire certains justement argentiers et certains économistes. Moi, je crois fondamentalement qu'on peut revenir à des prix d'avant Covid, à condition justement qu'on mette en place les bons outils. Et c'est en cela que je rejoins parfaitement ce qu'a dit mon ami le docteur Bacha, que je salue d'ailleurs, c'est que effectivement vous avez deux types d'inflation. Une inflation à 2-3%, elle est plutôt bonne pour l'économie parce qu'elle permet de stimuler l'offre et la demande. En revanche, lorsqu'elle dépasse un certain seuil, c'est là où elle devient problématique parce qu'elle va éroder le pouvoir d'achat. Alors généralement, les économistes disent que l'inflation doit se situer entre 1 et 2%. Exactement, même jusqu'à 3%, je pense que ça n'a pas d'impact majeur sur l'économie, mais au-delà de 5, 6, voire des inflations à deux chiffres, là, ça n'impacte pas que les ménages, ça impacte aussi les marges des entreprises. Et ça dévalue également une monnaie. Et d'ailleurs, on l'a vu en Turquie, on assiste à une inflation de plus de 50%. Le Venezuela, n'en parlons même pas, ils ont connu des inflations à 3 chiffres. Donc, aujourd'hui, c'est problématique. Et vous savez, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'assister à un blocage de l'économie. Pourquoi ? Parce que les consommateurs et même les entreprises vont devoir faire des arbitrages. C'est-à-dire que lorsque vous faites face à une difficulté pour payer des produits dont le prix a doublé, voire triplé, vous allez privilégier les dépenses dites non compressibles, au détriment, par exemple, des loisirs, du tourisme, etc., etc. Et pareil pour les entreprises, c'est-à-dire qu'actuellement, on a des projets d'investissement qui sont soit reportés, ou au pire complètement annulés. Parce que non seulement ils n'ont plus accès au financement, mais aussi il y a une incertitude qui pèse sur l'avenir des carnets de commandes, mais aussi une incertitude sur l'avenir des ménages. Puisqu'aujourd'hui, l'une des plus grandes craintes de la plupart des ménages et des particuliers, c'est le chômage. C'est le fait que les entreprises pour lesquelles travaillent des particuliers puissent demain fermer leurs portes. Donc aujourd'hui, effectivement, on assiste à un phénomène un peu pervers et contre-productif où les politiques monétaristes ont finalement plus bloqué l'économie plutôt que la relancer. Et là, le plus grand dilemme qui va se poser d'ici la fin de l'année, c'est de se dire est-ce qu'on continue sur cette voie au détriment de l'économie mondiale ou au contraire, est-ce qu'on ne desserre pas un petit peu l'étau pour permettre à l'économie de souffler, quitte à laisser un peu s'échapper l'inflation. Madame Henal, même question. Est-ce que selon vous, le monde doit apprendre à vivre avec une inflation élevée? Les situations sont très contrastées d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Si on prend par exemple l'exemple de la Chine, on en parlait tout à l'heure, l'inflation en Chine, c'est à peine 2%. Au contraire, la Chine, au contraire des pays avancés, n'applique pas des taux d'intérêt élevés pour indiquer l'inflation. Par conséquent, c'est normal. Et, au contraire, la Banque centrale a fait des baisses successives de taux d'intérêt pour relancer son économie. Par ailleurs, un autre pays, Monsieur Sini a souligné, a évoqué à juste titre, la Turquie.
en Turquie, il y a eu, pour de multiples raisons, notamment récemment pour des raisons électorales, le gouvernement a baissé les taux d'intérêt alors qu'il y avait une hausse continue de prix dans l'économie. Et cette baisse des taux d'intérêt tenait au fait toujours de volonté d'obtenir une croissance toujours plus élevée et pour que les ménages continuent à consommer grâce à des crédits pas chers et que les entreprises continuent à se financer pour investir. Auprès des banques. Mais on a emballé de cette manière l'inflation. C'était pas une bonne politique non plus. Rappelons une croissance à tout prix. Rappelons que c'est une politique qui a changé juste après justement les élections et la nomination d'une nouvelle gouverneure pour la Banque centrale turque. Oui, c'était obligé de changer parce que la Turquie a connu un problème de financement énorme, d'accès à des devises et que le pays revient maintenant à une politique plus traditionnelle. Oui. Mais ce n'est pas facile comme l'ancien ministre là présent avec nous expliquait que c'est pas quelque chose de facile de mener une politique d'austérité oui. Aux dépens de l'économie. Encore aujourd'hui, les taux d'intérêt en Turquie, le taux d'intérêt de la Banque centrale de la Turquie est largement en deçà du taux d'inflation. Donc, on risque pas parce que on a peur d'étouffer l'économie. Donc, c'est assez délicat à gérer. On utilise d'autres instruments. Donc, je voulais vous dire que vraiment, il y a une diversité quand on dit est-ce que le monde doit habituer? Non, si on prend par exemple les pays avancés, oui. Il y a des grands contrastes entre eux aussi. Quand vous prenez les États-Unis, eh ben, grâce à des programmes d'investissement public. Notamment dans l'énergie verte. Nous avons les énergies vertes, mais ça tient beaucoup à la sécurité des approvisionnements, oui. À une réindustrialisation, notamment en ce qui concerne les semi-conducteurs, oui. Mais aussi la production justement des automobiles électriques oui. Dans le pays. Tout ça qui fait qu'il n'y a pas vraiment de la morosité, hein, c'est quand même de l'ordre de 2% la croissance prévue pour les États-Unis. Ce qui a même favorisé un peu la baisse du chômage aux États-Unis. Exactement. Et eux, ils n'ont pas de problème de chômage. Mais en Europe, on est dans une morosité. Le moteur européen, l'économie allemande, c'est la seule économie pour qui on attend un taux de croissance négatif, 0,5%. Pour 2023. Hein, c'est la seule économie du G7 à être dans cet état-là. Oui. Et la zone euro, qui est quand même à la traîne de l'économie allemande, atteint un taux de croissance de 0,7%. Peut-être c'est à cause du suivisme dont fait preuve la BCE, justement, quant à cette politique la BCE de resserrement. Se pose la question justement d'arrêter ces hausses de taux d'intérêt. Très bien, Madame Önal, je poserai la même question à Monsieur Bacha. Donc, est-ce qu'on doit poursuivre justement ces politiques de resserrement monétaire, ce qui nous amènerait peut-être à prendre d'une manière ou d'une autre à vivre avec une inflation galopante? L'inflation, encore une fois, c'est un phénomène naturel, lorsqu'il s'aggrave, qui devient préoccupant. Et il s'est aggravé d'une manière extrêmement importante dans beaucoup de pays industrialisés. Les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, tous ont connu des taux d'inflation, ils connaissent des taux d'inflation importants, notamment sur les produits agroalimentaires, oui. Dont le taux varie, selon les cas, entre 10 et 15 jusqu'à 20%. Donc, c'est des taux qui sont extrêmement importants et les citoyens dans ces pays-là le perçoivent et le vivent. Et beaucoup de gouvernements développés mettent en place des coussins de sécurité et certains vont même penser à des mesures administratives de gestion des prix.
donc d'homologation ou de plafonnement. Ce fameux panier de la ménagère, entre guillemets, Le panier, qui lui aussi... c'est un palliatif, mais Ouais. certains même disent qu'il faut aller plus loin que cela. Et donc, ça amène quelque part à une remise en cause forte du libéralisme classique. Et on va vers des situations un peu nouvelles, où même dans les pays développés, les choses se remettent en place d'une manière parfois différente de l'avant-Covid. Et ce que nous vivons, c'est une remise en cause un peu des souverainetés économiques Oui. des États, puisque 5 pays contrôlent pratiquement 50% des exportations agroalimentaires mondiales. 10 pays contrôlent 80% des exportations agroalimentaires mondiales. Des pays comme l'Ukraine et la Russie qui vivent des événements tragiques pour des recompositions qui les concernent, en constituant partie des greniers de blé Oui. à l'échelle mondiale. Donc tout Pratiquement cela, 50%. voilà, ça perturbe totalement les réseaux d'approvisionnement. Et pour des pays en voie de développement, et pays africains, qui nous concernent en premier lieu, parce que nous sommes africains et nous vivons dans un continent qui a des possibilités et un potentiel de croissance extraordinaire, qu'il exploite à un certain niveau, puisque même en 2022 et 2023, on projette que l'Afrique aura des taux de croissance assez significatifs, mais ça reste des éléments un peu fugaces par rapport aux exigences, aux besoins des populations qui, eux, vivent d'une certaine manière dans une insécurité alimentaire Oui. qui devient de plus en plus importante, et ce qui devrait pousser les gouvernements africains à adopter peut-être des politiques économiques différentes et à restaurer des mécanismes qui parfois ont été abandonnés au bénéfice d'un libéralisme aveugle, avec des recettes toutes faites, en pensant qu'en adhérant à ces recettes, on va devenir une économie de marché qui va tourner toute seule, alors que ces économies qui sont en voie d'émergence, qui n'ont pas encore atteint cette émergence, et qui nécessiteraient des politiques peut-être économiques et sociales beaucoup plus ardues en termes de développement, qui vont transformer la croissance en développement. Et l'enjeu est fondamental. Il ne suffit pas de croître, il faut aussi se développer et donc redonner aux populations une part de la croissance qui leur revient, pour qu'on n'en vienne pas à des situations gravissimes où parfois certains cataclysmes naturels ont mis à nu des économies qu'on pensait en voie d'émergence, alors que les populations retirées, qui sont peut-être un peu dans les montagnes et qui sont isolées des centres urbains, vivent des situations graves en termes d'approvisionnement en eau, en électricité, en route, etc. Tout cela, véritablement, remet en cause les mécanismes internationaux, puisque la répartition de l'inflation est souvent disproportionnée et injuste, puisque ce sont souvent les plus faibles qui payent le prix. Dans les pays européens, dans les pays développés, industrialisés d'Amérique ou d'Asie, les mécanismes économiques sont parfois aguerris et permettent d'amortir un certain nombre de chocs, ce qui n'est pas le cas toujours des pays en voie de développement et des pays en voie d'émergence qui mettent beaucoup de temps à s'ajuster et qui parfois ne comprennent pas encore les enjeux du développement et de l'adéquation nécessaire entre croissance et développement. Très bien, Nazim Sini. Alors, dernière question concernant cet aspect de l'inflation. Donc une inflation, je disais, des mesures dites anti-inflationnistes aux conséquences directes sur le marché financier, donc des investissements et les crédits. À l'heure actuelle, nous en sommes à 11 hausses des taux au niveau de la Fed contre 10 du côté de la BCE. Pensez-vous qu'il faille lever le pied impérativement pour permettre à l'économie mondiale de reprendre de manière rapide? Écoutez, oui, moi si je dois donner un avis qui est purement subjectif, c'est que oui, effectivement, je pense que le monde a vécu une hausse successive, violente, rapide, en un temps extrêmement court, ce qui n'était du jamais vu depuis
ces 20 ou ces 30 dernières années de mémoire. Et je pense que, et d'ailleurs c'est un peu le sens des déclarations des différents gouverneurs de la BCE et de la Fed qui disaient qu'on était en train de voir ou d'entrevoir le bout du tunnel. Parce qu'il faut savoir que finalement, en fait, ce qui est décevant, c'est que ces hausses successives des taux directeurs n'ont pas entamé ni résorbé l'inflation comme ils l'attendaient. C'est-à-dire que en soi, lorsqu'ils avaient prévu et modélisé les schémas de politique monétaire, ils s'attendaient, avec ces hausses successives, à diviser par 2 ou par 3 l'inflation. Ça n'a pas été le cas. Parce qu'en fait, concomitamment, on a eu une reprise de l'appareil industriel aux États-Unis. D'ailleurs, sur ce dernier trimestre, il y a eu une forte hausse des créations d'emplois, environ 330 000, ce qui est un record aux États-Unis. Mais en contrepartie, on avait une surchauffe de la machine économique. Donc, vous voyez, c'est toujours délicat, même en matière de pilotage de politique économique, de vraiment donc essayer d'avoir un jeu des créations d'emplois, au demeurant assez précaires, qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Tout à fait précaire, et puis surtout qui ne concerne pas des cadres ou on va dire des emplois qualifiés. On va dire ça comme ça. Mais je pense très sincèrement que là on est en train d'entrevoir le bout du tunnel. À mon avis, il va y avoir un léger relâchement d'ici fin d'année pour qu'on puisse entamer 2024. Et puis vous savez, alors la difficulté en économie, c'est que les décisions que vous prenez, vous n'avez pas des résultats visibles dans l'immédiat. Il y a une temporalité qui est différente entre la décision que vous prenez et puis les résultats qui apparaissent quelques semaines, voire quelques mois plus tard. Et parfois, la conjoncture fait que les donnes changent entre-temps et vous n'avez jamais les résultats de vos décisions, de vos prévisions. Tout à fait. Et puis, au-delà de ça, vous avez aussi des phénomènes exogènes qu'on ne peut pas prévoir. Ça peut être une catastrophe climatique, une tension qui peut naître entre deux pays. Ça peut être également des marchés qui dégringolent. Enfin, vous voyez, donc c'est extrêmement délicat et c'est en cela que l'économie n'est pas une science exacte. Maintenant, le tout, c'est de se dire quelle est la meilleure solution. Où j'allais vous dire, en fait, clairement, ils ont le choix entre la peste et le choléra dans certaines situations, si je peux me permettre cette comparaison. Donc, aujourd'hui, c'est de dire comment on peut sauver les meubles, comment on peut sauver le soldat économique, pour reprendre l'expression d'un vieux film. Je pense que d'ici 2024, on va entrevoir de nouvelles politiques qui seront prises et qui seront validées. Très bien. Madame Henal, abordons à présent avec vous rapidement le secteur énergétique, donc, parce qu'il y a aussi la situation du marché énergétique pour cette rentrée 2023. Le baril de Brent affiché 86 $, clôture des marchés aujourd'hui. La position peut-être saoudienne, russe également au niveau de la production semble installer cette situation dans le temps. Le gaz, quant à lui, est au plus haut depuis le mois d'avril. Là aussi, quelles seraient les conséquences sur la reprise, notamment en Chine et en Europe ? Alors là aussi, on a une diversité des situations selon les pays. Je vais reprendre la Chine, la figure de proue des pays émergents. Cette superpuissance émergente a finalement pas mal profité de la situation en Russie pour pouvoir s'approvisionner finalement à des prix tout à fait compétitifs auprès de la Russie. Et que pour le moment, elle a pu stocker, semble-t-il, selon les dernières études, et elle ne souffre pas finalement d'une perspective de hausse des prix énergétiques pour l'année en cours et pour l'année à venir. Et on peut aussi considérer dans la même situation le géant indien, un pays multi-aligné, et qui lui aussi a pu importer à des très bas prix du pétrole russe pour pouvoir commercialiser et pour utiliser ses propres besoins. Donc, il y a, si on considère maintenant la superpuissance américaine qui elle-même elle est productrice, elle profite même de la hausse des prix d'énergie maintenant qu'elle vend abondamment à l'Europe. Donc, la zone qui va en souffrir le plus parmi les pays avancés, ça va être l'Europe et puis aussi l'économie japonaise. Et parmi les pays émergents,
émergents, de nombreux pays qui sont très dépendants énergétiquement pour leur croissance vont souffrir aussi. Mais ça va pas être une situation égale. Alors, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour maintenant et l'année prochaine? La situation se complique beaucoup. C'est pratiquement imprévisible avec l'instabilité géopolitique au monde. Actuellement, là, depuis ce week-end, nous avons une guerre au Moyen-Orient et le positionnement des pays producteurs de pétrole dans la zone par rapport aux évolutions qui peuvent subvenir entre les pays avancés occidentaux et les autres, on ne sait pas comment les choses vont passer. Là, on est vraiment, on est un peu dans l'expectative. Très bien. Mohamed Bacha, voilà, on devrait vraisemblablement terminer l'année 2023 sur un baril de pétrole supérieur à $80. Quelles en seraient les conséquences sur les différentes économies du monde, justement? Les économies du monde, de toute façon, vont percevoir ou perçoivent la hausse des prix du pétrole d'une manière différente. Chaque pays, pour ce qui le concerne, en fonction des volumes importés. Et en tout cas, c'est un marché qui reste marqué par, disons, deux marqueurs, si on peut dire. C'est la volatilité des prix et l'incertitude. C'est-à-dire, il faut être devin. Notamment sur la demande. Il faut être devin pour oser dire ce qui va se passer demain. Et en tout état de cause, c'est un marché qui est dominé par des forces parfois contraires. Donc vous avez des forces qui le tirent vers le haut, c'est les gens qui sont dans la demande, les pays émergents comme l'Inde, le Brésil, la Turquie, donc c'est des gens qui consomment beaucoup, la Chine aussi, et qui consomment beaucoup de pétrole, donc vont tirer le pétrole vers le haut. D'autres forces plus conservatrices, disons, qui ont des tendances écologiques, vont chercher à décarboniser, donc à agir dans le sens d'un retour à une orthodoxie écologique qui fait qu'à l'horizon 2030 ou 2040, une bonne partie de l'économie mondiale sera décarbonisée, même si dans la foulée, l'acteur masqué finalement, qui ne dit pas son nom, c'est les Américains, c'est les États-Unis. Oui. Qui ont les réserves les plus importantes au monde en pétrole et en gaz, qui n'hésitent pas à surexploiter le gaz de schiste et d'aller vers des profondeurs qui déstabilisent complètement la planète. Et avec ça, ils se sont retirés des accords de Kyoto, et ils se sont retirés aussi des accords de Paris, 2017, même si, à côté, vous avez un programme extrêmement ambitieux qui a été mis en place par l'administration Biden, qui a de l'ordre de 380 milliards. 360 milliards. Oui. Et donc, qui va jouer un rôle très important dans la recomposition du marché énergétique. Ce qui fait peur aussi, même aux Européens et à d'autres pays parce que très développés. Ça exclut les entreprises européennes du marché. Donc, le travail sur le marché énergétique va vers des situations qui peuvent ne pas être maîtrisées par les pays qui s'adossent peut-être d'une manière trop forte sur cette seule énergie pour pouvoir se pourvoir sur le plan économique. Et donc ceux qui sont dans cette situation devraient très rapidement s'engager vers, pas une décarbonisation, mais une dégazéification, si on peut dire, pour sortir de la rente pétrolière et de la rente gazière, pour pouvoir s'engager sur de véritables industrialisations, ce qui est le cas de la plupart des pays africains, hein, pays comme l'Angola ou le Nigeria. Même si le gaz naturel, disons-le, connaît un essor qu'il n'a peut-être jamais connu auparavant. Mais l'enjeu autour des nouvelles énergies qui se mettent en place fera en sorte que peut-être ces énergies-là fossiles auront tendance à être réduites à la portion congrue pour finalement reconfigurer l'économie mondiale en fonction des gens qui maîtrisent un peu l'écart géostratégique, mais au détriment aussi des pays en voie de développement qui parfois s'adossent à cette ressource et n'engagent pas suffisamment de moyens et d'investissements pour diversifier leur économie et sortir de cette rente qui devient toxique d'une manière qu'on n'imagine pas si les choses se perpétuent à l'horizon 2030 ou 2040. Très bien, monsieur
Bachar Nazim-Sini, une dernière question concernant le volet énergétique. Alors, au mois d'août dernier, l'Agence internationale de l'énergie a revu à la hausse ses prévisions de demande mondiale de brut. Elle prévoit désormais un niveau record historique de 102,2 millions de barils par jour pour l'ensemble de l'année 2023, qui serait suivi justement d'une légère diminution pour l'année 2024. Très rapidement, est-ce que cela ne risque pas tout simplement de faire exploser le prix du baril, d'autant plus que l'OPEP+ semble attaché à sa politique de réduction de la production? Mais totalement, mais de toute façon, vous savez, structurellement, les prix du pétrole dans les années à venir vont être amenés à tutoyer les sommets. D'abord parce que on tend vers une réduction des quotas de production. Il y a aussi une véritable pression sur les engagements climatiques des pays signataires des accords de Paris, mais aussi parce que maintenant on tente de diversifier certaines sources d'approvisionnement. Ça a été dit sur le plateau, c'est que il y a des économies, surtout les plus avancées en Europe du Nord, qui tentent de décarboner leurs sources d'énergie. Notamment la Norvège qui tient à ce projet-là, oui. Exactement. Par exemple, aujourd'hui, la Norvège, un tiers de son électricité provient du renouvelable. Et son objectif à l'horizon de 2030, c'est de passer à 50, voire 60%. Oui, mais ça reste le pays qui exporte le plus de gaz naturel à l'Europe, peut-être. Exactement, tout à fait. Donc, vous voyez, il y a une dichotomie un peu presque une schizophrénie dans l'approche des politiques énergétiques. Mais clairement, oui, vous avez raison. Je pense que 2024-2025, hors contre-cycle, un contre-choc cyclique que l'on n'attendrait pas, effectivement, la demande pour le brut va continuer à être très forte, pour le gaz aussi. Pourquoi? Parce que il faut alimenter les usines et les industries en pétrole et en gaz. Nous n'avons pas actuellement d'autres alternatives. Le charbon, peut-être. L'effort. Voilà, oui, mais l'Allemagne a fait le pari de reprendre le charbon. Bon, c'est pas ce que vous en pensez. Tout à fait. Mais... Après, écoutez, moi, vous connaissez ma conviction sur l'écologie et l'environnement. Je déplore cette décision, surtout au détriment du nucléaire, qui, en soi, pose peut-être des problématiques de sécurité, mais qui reste l'énergie la plus propre. Actuellement, je parle. Et j'espère que cette décision ne sera pas suivie par d'autres pays européens. Mais tout ça pour conclure, clairement, on va assister à une élévation des prix des matières premières qui va imputer l'économie des pays importateurs, mais au contraire, qui va venir reconstituer les réserves d'échange des pays exportateurs. Très bien, Nazim-Sini. Refermons donc cette parenthèse énergétique et ouvrons un autre dossier, celui de la fragmentation ou de la démondialisation. Ce sera avec vous, Madame Henal, que nous allons commencer. Cette démondialisation géographique de l'économie et du commerce international, notamment dans les marchés dits émergents, dans les pays dits émergents également, une tendance qui, de son côté, se poursuit et elle a pour conséquence de favoriser l'intégration économique, commerciale, régionale. L'on préfère désormais commercer en entre-soi et de préférence près de chez soi. Est-ce que vous pouvez nous dresser un tableau de la situation actuelle, madame? En fait, depuis maintenant la grande récession, disons, depuis le milieu des années 2000, la grande récession, c'était 2007-2008, oui. On est entré dans une phase différente de la mondialisation. Et sans doute, c'est l'hypermondialisation a pris fin. L'hypermondialisation, c'est une division du travail très fine à l'échelle mondiale, comme si c'était à côté. On allait produire en Chine au loin, comme si c'était à 2 pas. Et on a désindustrialisé comme ça dans beaucoup de pays avancés l'économie. Et depuis, on a eu le choc du Covid qui a montré que d'un moment à l'autre, même les plus faciles des produits à produire pouvaient manquer comme des masques à gaz et que ça pouvait être vraiment vital. Et donc, c'est posé la question de sécurité des approvisionnements, pas seulement dans le domaine sanitaire, mais dans beaucoup de filières. Donc, l'idée d'une économie qui serait mondiale, qui serait plutôt régionalisée, un retour à la régionalisation des années 80-90. Et peut-être la fin du rêve industriel chinois, en quelque sorte. Mais low cost, peut-être.
Ben, en tout cas, ça ne pouvait pas être aussi low cost que la Chine, hein, en essayant de rapatrier de près la production avec des coûts de main-d'œuvre peut-être un peu plus élevés. Mais ça aussi a connu une limite. Je veux dire, quand on parle de la fragmentation géographique en ce moment, c'est plutôt géopolitique. On a eu la guerre d'Ukraine. Oui. C'est-à-dire, même juste à côté, il est devenu peut-être périlleux d'aller produire. Il faut voir si ce pays est un pays ami, est un pays allié. Donc, vous avez des pays amis et alliés dans le monde avancé, vous en avez dans le monde émergent, entre les deux, mais on n'est pas dans une configuration très exacte. Nous sommes aux portes d'un protectionnisme économique nouveau, en quelque sorte. Oui, c'est ce dont on a peur, que ça devienne un peu comme au temps de guerre froide, qu'il y ait deux blocs. En fait, l'un des blocs est assez facile à cerner. Ce serait vraiment l'organisation de l'Atlantique du Nord, l'OTAN et ses alliés. Oui. Donc, ça fait vraiment l'ensemble des pays avancés du monde, quoi. Et l'autre bloc, ça, c'est tout le reste du monde. Et le reste du monde, c'est un ensemble assez hétéroclite avec plusieurs grandes puissances. Mais qui arrive à se parler de plus en plus. Aussi. Oui. Comment ? Mais qui arrive à se parler de plus en plus, de mieux en mieux. Voilà. En fait, avant même la déclaration de la guerre en Ukraine et tout, avec des grands problèmes d'endettement et de difficultés d'accès au financement, les pays en développement, déjà entre eux, essayaient de trouver des moyens d'organisation dans le cadre des banques de développement, essayer de favoriser, par exemple, les grandes puissances que sont la Chine et l'Inde, venir investir dans des pays pour lesquels ils peuvent être moteurs, parce que ils n'avaient plus forcément attendre du monde avancé dans leur cas. Et ça, c'est possible que ça aille en s'accentuant. Et dans ce cadre-là, le récent sommet des BRICS a montré un pas, notamment c'est là où on a surtout parlé justement des échanges, par exemple, des produits primaires en dollars qui pourraient être dans une autre monnaie. Oui. Et que donc petit à petit, on met les briques. On ne s'interdit plus de penser l'économie autrement que par le prisme du capitalisme américain et du roi dollar qui a régné sur le commerce international pendant de longues années. C'est cela, madame? C'est cela, d'autant plus que quand on considère les perspectives démographiques, la part des pays avancés dans la population mondiale qui est seulement de l'ordre de 15%, et qui va s'amener à se réduire de plus en plus, eh ben, forcément, maintenant que la Chine a atteint le revenu par habitant de 12 000 $, donc la Chine a pu atteindre la moyenne mondiale, elle est habilitée à pouvoir financer d'autres pays. Et ça change beaucoup de choses et la population des autres pays aussi va être un moteur de la croissance future. Très bien, merci madame. Laissez-moi tendre la même perche à monsieur Mohamed Bacha très rapidement si vous le voulez bien, parce que le temps nous rattrape. Alors cette fragmentation du commerce international touche également le secteur de l'industrie que vous connaissez bien et qui connaît lui aussi une reconfiguration. Après les belles années de la mondialisation et du Made in China pour certains, le commerce à flux tendu est favorisé en ce qui le concerne. Comment expliquer ce phénomène, monsieur Bacha? Vous parlez de défragmentation. Oui. C'est ça. Bon, pour peut-être nos téléspectateurs, dans la défragmentation, c'est un phénomène de recomposition qui permet à des pays de s'allier, de se constituer en bloc et donc d'aller contre la fragmentation qui pourrait être une politique géostratégique menée par des pays puissants de ce monde
qui ne souhaitent pas que les pays du tiers-monde, de l'ex-tiers-monde, pour certains, puissent s'allier et constituer une force. On parle de pays émergents. Oui. Communément. Bon, ça, c'est une force, finalement, qui est émergente et qui émerge peut-être plus que ce qu'on attendait. Pourquoi ils sont arrivés à ce niveau-là? On peut se poser cette question. Quels sont les facteurs qui expliquent que ces pays-là arrivent à être puissants à un point où ils prennent la place d'un certain nombre de pays qui sont maintenant un peu à la marge de l'économie mondiale du fait de ces nouveaux puissants? On note dans la plupart de ces pays-là qu'ils ont une politique sociale extrêmement égalitaire, qui arrive à résorber beaucoup de dysfonctionnements sociaux qui étaient ceux du Brésil, par exemple, et qui sont d'être résolus. Ceux de l'Inde, il y a de ça quelques années, avec les systèmes de caste, on arrive à diffuser la richesse et le bien-être chez des populations qui ont été privées il y a de ça de nombreuses années. Et cela a eu un effet très vertueux sur la croissance, oui, puisque ça a permis d'aller sur ce qu'on appelle le dividende démographique, où la population ne devient plus un fardeau, mais elle devient un élément moteur de la croissance et du développement. Le deuxième élément majeur qu'on voit dans ces pays-là, c'est leur capacité à intégrer l'économie mondiale par le haut, c'est-à-dire par l'exportation de produits à haute valeur ajoutée, à haut contenu technologique et industriel, qui arrivent sur beaucoup de marchés. Vous dites marché émergent, donc dominé par des pays émergents, à concurrencer des pays anciennement industrialisés qui maîtrisaient ces créneaux-là. Et le troisième élément majeur de ces pays-là, c'est d'arriver à maintenir une dynamique de croissance très élevée, alors que le monde en 2022-2023 connaissait un certain ralentissement. Ces pays-là sont arrivés en moyenne à des taux de croissance équivalents à 6% par an, ce qui est très important pour des pays qui ont connu, il y a de ça quelques temps, lorsque les choses étaient beaucoup plus apaisées, des taux qui étaient entre 8 et 12% pendant plusieurs années. Ce qui fait que maintenant, ils arrivent à avoir des niveaux de PIB, de produits intérieurs bruts, extrêmement élevés et qui concurrencent et qui dépassent, pour certains, les pays développés. Et pour conclure, donc ? Et pour conclure, ces pays-là aussi ont réussi à imposer, à mettre en place dans leur économie des systèmes de mobilité et d'échanges qui sont extrêmement importants en intérieur. Et finalement, d'un point de vue économique, on comprend qu'il n'y a pas de croissance sans mobilité et qu'il n'y a pas de développement sans croissance. Très bien. Donc ce sont des aspects qui sont extrêmement importants. Et il y a un élément peut-être, puisque vous citez mon parcours, si vous voulez bien. C'est l'importance donnée à l'intelligence économique dans la gestion de l'information et à la planification stratégique dans l'évaluation des besoins actuels et la projection des besoins futurs pour les prendre en charge dès maintenant et ne pas attendre peut-être que certains aspects de dysfonctionnement sociaux apparaissent pour qu'on agisse. Très bien, ça sera donc le fin mot de la fin, si je puis dire. Mohamed Bacha, docteur d'État en sciences économiques, ancien ministre de l'Industrie en Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été sur le plateau des Pros de l'Écho. Denis Zonal, économiste, membre du CEPI, vous étiez en direct avec nous depuis la France. Merci de nous avoir accompagnés. Nazim Sini, je n'aurai pas eu le temps de vous poser une dernière question. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. Enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille 1. Merci également d'avoir été avec nous. C'est la fin des Pros de l'Écho. Je vous donne rendez-vous néanmoins dès la semaine prochaine. Excellente soirée sur Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.